Bonjour Stéphane Conter. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos écuries, à quelques minutes du WEF à Wellington. On est vraiment ravis de prendre le temps d'échanger avec vous sur votre parcours et votre histoire. Pour tout vous dire, Stéphane, ça fait des années qu'on a envie de vous interviewer. Parce que votre parcours est très inspirant, évidemment. Parce que vous êtes une personnalité très influente de ce milieu. Et que vous avez, par vos activités, largement contribué à l'évolution des sports équestres, à leur visibilité, à leur médiatisation. On sait dans les grandes lignes tout ce que vous avez fait, mais l'idée, c'est vraiment d'en reparler, de comprendre pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes, et quelle a été en fait la genèse de cette histoire. Comment est-ce que vous êtes tombé finalement dans cette passion des chevaux et comment est-ce que tout ça a commencé? Tout d'abord, bonjour. Merci d'être venu m'interviewer ici si loin, à quelques milliers de kilomètres de chez vous. Rien que ça. Mais c'est mieux d'être ici qu'être à Paris ou quelque chose comme ça parce que ici il faut moins beau, on a le soleil. Je dois dire que là, on est sous les palmiers au soleil, il y a pire. Il y a pire. Non, on est bien ici. C'est pour rêver ici, Palm Beach. Non, bon, votre première question là, d'où je viens, comment j'ai commencé. J'ai commencé assez jeune. Mes parents sont d'une famille qui sont dans le textile, pas du tout dans les chevaux. Ils faisaient de l'équitation comme hobby dans le village chez nous. Ils allaient comme tous les gens qui ont commencé dans les chevaux, dans un manège, et puis ils ont commencé à acheter un, deux chevaux. Puis ma sœur et moi, on a commencé à monter en concours hippique. Et à très petit niveau régional. Et bon, on a pris goût, comme plein de gens dans notre monde. C'est une passion, mais c'est aussi un microbe dont on ne se détache pas, les chevaux. C'est vraiment un amour qui est difficile à expliquer à d'autres gens, mais une fois qu'on tombe dans ce bain-là, on n'en sort pas facilement. Donc c'est vraiment un microbe à quoi on est attaché dans la vie, aux chevaux. Et donc, on a fait moi j'ai fait des concours scolaires. Chez nous, scolaire, c'est Children, en Belgique on appelle ça. Et puis junior, et puis j'ai continué jusqu'à donc à mes 18 ans, et puis après l'école supérieure, donc je devais faire une université. Donc j'ai déjà trouvé un petit mensonge à mes parents que l'université, ça prenait beaucoup de temps, et si je voulais continuer à monter, ça allait être très difficile. Donc j'avais parvenu à les convaincre de me laisser aller dans une école supérieure, une école de commerce, donc à Bruxelles. Et puis c'était l'ICHEC, c'était une école supérieure assez difficile. Donc j'ai quand même dit que c'était assez complet, qu'ils n'avaient pas accepté mes inscriptions, et j'ai trouvé quelque chose qui était un peu plus simple, mais le nom ressemblait très fort. J'ai dit que c'était l'école sœur de l'ICHEC, c'était l'EFEC, c'était beaucoup plus facile. Et puis j'ai commencé là. J'étais pas très concentré à l'école. Donc à l'école supérieure, j'avais la passion des chevaux. J'étais jeune, et donc j'avais une petite amie dans les chevaux qui, elle, faisait ça d'une manière professionnelle. Donc, je brossais beaucoup les cours et j'allais plus monter à cheval qu'autre chose. Et comme nos parents viennent du textile, donc ils nous ont assez éduqués à faire le commerce, moi et ma sœur. Déjà, tout jeune, on faisait pas mal de commerce. Pendant que j'étais à l'école donc supérieure, l'école Saint-Louis, quand j'avais 16 ans, je prenais ma petite Honda Dax, et le vendredi matin, je disais à ma maman que je devais aller à l'église de l'école pour aller à la messe le vendredi matin, mais je n'allais pas du tout à la messe. J'allais au marché aux chevaux à Bruxelles. Et je m'arrangeais que j'avais un chauffeur qui m'amenait 3-4 poneys que je vendais sur le marché, et puis j'en rachetais 2-3 autres, et j'avais fait ma journée à 8h du matin, puis je sautais sur ma petite moto et j'allais à l'école, et je continuais à l'école. Je puais toujours le cheval quand j'arrivais à l'école, et c'était en plein centre de Bruxelles, c'est vraiment au milieu de Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai toujours fait du commerce. On a été éduqués vraiment dans le commerce. J'ai fait de tout. J'ai vendu des téléphones portables quand j'avais 15-16 ans, de tout, des pulls, puisqu'on était dans le textile. Et donc, le commerce, c'était dans la peau. Et de gagner de l'argent, c'était notre deuxième hobby. Et puis, un beau jour, j'ai dit à mes parents, voilà, écoutez, je vais terminer mes études, mais je ne vais pas commencer avec vous dans le textile, je vais me lancer dans les chevaux. Donc naturellement, c'était une petite catastrophe pour mes parents, parce que faire dans les chevaux, ce n'était pas un métier à l'époque. C'était déjà il y a quelques années, donc ce n'était pas un métier rêvé. Et
Donc j'ai continué encore à aller pendant 2 ans à l'école, 3 ans en total à l'école supérieure, comme on appelle ça l'université. Puis j'ai quand même trouvé une porte de sortie, une excuse et tout pour commencer à travailler. Et il y a un père d'un copain à moi qui était à l'école avec moi depuis mon plus jeune âge, on était des potes. Lui c'était un bon copain mais il était gosse de riche. Et son père était dans les affaires, donc lui n'a jamais dû travailler, son père ne comprenait pas ça et il avait de l'affinité envers moi. C'était un Italien, il est venu me chercher. Il m'a dit, voilà, j'ai des amis qui ont des problèmes avec Tchernobyl en Pologne. Ils n'arrivent plus à importer des chevaux de Pologne. On a besoin de leur faire acheter des chevaux, des gens de Vérone. Et toi, tu vas faire ça. Moi, j'étais directement partant. Je devais faire mes examens. J'ai skippé mes examens. Et j'ai commencé à acheter des chevaux sur les marchés et vendre en Italie. Je les chargeais sur des wagons. Je chargeais chez vous en France à Maubeuge sur des wagons et j'envoyais à Modane en Italie. J'avais 22 ans. Quelque chose comme ça, j'étais assez jeune. Et j'ai pris goût à ça, et j'ai directement démarré, puisque j'allais sur les marchés en Italie, et j'ai directement trouvé des acheteurs qui étaient intéressés par moi, parce que j'étais jeune et certainement pas cher à l'époque. Malheureusement, je ne suis pas resté pas cher maintenant. Et donc, et j'ai commencé à faire une masse de chevaux. Pour vous donner une idée, en 1987, j'étais le plus gros exportateur de Belgique. Et j'avais déjà exporté, sur l'année comptable 1987, j'avais exporté 1173 chevaux. Ah oui. C'était énorme. J'allais lundi matin à Utrecht au marché et j'achetais chaque fois un camion remorque de chevaux. C'était ou 21 ou 42 chevaux. Et donc, je vous raconte pas, vous imaginez un jeune gars comme moi, un peu une grande gueule, j'étais l'homme du marché déjà, donc c'était la vie de rêve. J'étais le plus jeune et quand j'arrivais au marché, ils disaient tous le Belge est là, on m'appelait le rouquin et je fonçais, j'achetais devant tout le monde et j'ai adoré cette période-là. C'est sûr que c'est un métier un peu spécial parce que j'achetais des chevaux, la moyenne de prix des chevaux que j'achetais, c'était 50 000 francs belges, donc ça revient à 1250 €, 1500 €, c'était vraiment les chevaux bon marché. Et je gagnais en moyenne 100 € par cheval. Ah oui. Oui, donc c'était des petites sommes. Oui. Donc j'ai vraiment commencé comme un petit marchand. Ok, mes parents étaient une famille de commerçants industriels. Ils avaient une petite entreprise avec 100 personnes qui faisaient du textile. Et ils avaient une chaîne de magasins. Des bons indépendants qui travaillaient, qui avaient une bonne petite affaire, mais on ne vient pas du tout d'une famille très aisée, une famille normale. Mais aller mettre de l'argent dans les chevaux, ce n'était pas leur truc. Oui, pour le hobby, pour qu'on puisse monter en concours. Et je continuais toujours à monter en concours tous les week-ends et tout ça. Et puis, un bon moment, donc ça a grandi du cheval à 1500 €, puis on prend goût à gagner plus. Je crois que tout le monde comprend ça dans les chevaux. Et puis un beau jour, j'ai rencontré, je montais moi-même en concours à un niveau normal, 140. Et j'ai rencontré Ludo Philippart, parce que j'étais le type qui avait tous les clients italiens à l'époque. Et on était tous les deux sans argent, et on a tous les deux mis 25 000 € dans un pot, et on a commencé comme associés. À deux. Lui, il était plein de talent à cheval. Moi, c'était un peu l'opposé, mais j'avais un peu plus de talent dans le commerce, dans les affaires. Et donc, on a commencé là-dedans. On a travaillé pendant 2-3 ans ensemble. C'est toujours bien entendu. On est encore toujours très copains, tout le bazar. On a fait tous les deux notre chemin. Lui s'est concentré dans le sport à l'époque. Moi, plus, j'étais moins talentueux, donc je devais essayer de gagner beaucoup d'argent pour acheter des cavaliers talentueux. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et ça a grandi. Puis j'étais le numéro 1 dans le cheval de commerce en Italie. Donc, qu'est-ce qu'on exportait dans les bonnes années, quand on vendait des chevaux de 10 000 à 50 000 €, on exportait quand même plus ou moins 300 chevaux sur l'année. Donc, c'était déjà des bons nombres. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis, je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des personnes autour de vous, des personnes clés, donc Ludo Philippart, une des premières rencontres qui vous a vraiment permis de passer un step dans votre business? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont accompagné l'évolution de votre affaire et de Stefex? Bon, la première évolution logique, ça a été l'éducation que j'ai eue à la maison. Une famille de gens d'affaires, des commerçants.
et qui m'ont appris un peu les règles de la vie, l'éducation de la vie. Mes parents étaient assez sévères, mais très corrects. Et c'était assez important pour eux de nous éduquer bien dans ce système-là. Ça, c'est les premières personnes qui m'ont vraiment aidé dans ma vie à grandir. Et puis je suis parti. Puis j'ai rencontré Ludo. On était tous les deux, moi j'étais à niveau de marchand, lui était au niveau de cavalier. Et comme je disais, lui était vraiment le cavalier talentueux de Belgique. Il est un peu plus âgé que moi. Et donc, ça c'était une personne clé. Et puis comme tout le monde le sait, la deuxième personne clé qui a fait donner un grand virage dans ma vie de marchand de chevaux, c'est Éric Lamasse. Ouais. Je l'ai rencontré un jour, il a débarqué à la maison. Il travaillait avec François Maty à l'époque. Et puis, comme il a eu ça toute sa vie, d'en avoir vite marre de quelqu'un, il a quitté François Maty, il l'a laissé tomber comme un sale mouchoir. Et puis il a débarqué chez moi et il a dit on doit travailler ensemble, mais d'abord on doit faire la fête, on doit sortir. Donc moi, donc on est sortis, on a été manger à Bruxelles ensemble. Et puis la première nuit, j'ai déjà foiré parce que j'ai pas su rester jusqu'à la fin avec lui. Donc c'était un fêtard, c'était un fou. Il fallait qu'il aille dans une boîte ou dans un bar et danser sur le bar et faire la fête. Et donc comme ça on s'est connus, on s'est trouvés comme bons copains et on a quand même travaillé la première partie de notre carrière, on a quand même travaillé 10-12 ans ensemble. Ouais. Quand même. Donc j'ai débarqué ici à Palm Beach comme un petit marchand novice. J'étais pas du tout dans ces stratosphères d'argent-là et tout le bazar, j'étais tout impressionné. Et d'ailleurs, une des premières écuries que lui louait, c'était une tente, et c'était à Littlewood. Et c'est à peu près ici où est-ce qu'on est. C'est peut-être un tout petit peu plus près du concours. C'était en dehors de concours, c'était l'endroit des pauvres qui allaient à Wellington. Et donc on avait une tente là, qu'on louait à deux, on ne savait pas comment on devait la payer. Et on avait une tente là, avec 30 chevaux. Et on osait tout, on risquait tout, on achetait des chevaux, on ne savait pas comment on allait payer à la fin du circuit. Heureusement, Lamasse, il gagnait beaucoup au concours et on savait payer. Et moi, je vendais beaucoup de chevaux, donc à la fin du compte, on savait payer nos comptes. Et on a grandi comme ça. Et on a fort grandi. Et puis, alors, il y a un cheval qui a fait un grand tournant dans notre carrière, tous les deux, c'était Gstedt, qui encore aujourd'hui serait un des meilleurs chevaux au monde. On peut le comparer à un King Edward. C'était un cheval exceptionnel. Que j'avais acheté, pas pour lui. J'étais nouveau en dispute avec lui. On se disputait tous les 2 mois. C'est un drôle de coco. Mais on était quand même assez frères. Et donc, j'ai acheté ce cheval un jour pour un de mes cavaliers. À l'époque, j'avais Gilbert de Rook et Nina Fagerstrom. Je voulais absolument pas le donner à Gilbert parce que je me disais, le cheval est trop fin, ça va pas aller. Je voulais le donner à Nina Fagerstrom. À la fin du compte, on a essayé tous. Moi, je l'ai acheté en 5 minutes. Je rêvais du cheval. Et puis, Eric, on était en dispute. Et il dit, et moi, je peux pas monter le cheval, qu'il me dit. Je dis, oui, mais si tu vas m'écouter, si tu vas faire ce que moi je dis, les concours et que moi je décide. Alors, comme il a toujours fait dans sa vie, il a toujours tout promis à tout le monde, hein, et séduit quelqu'un, et donc hop, je lui ai donné, et c'est la meilleure histoire. Puis on a vendu la moitié à son sponsor, à M. Flashacker. On était content, donc, j'étais content d'encaisser un peu d'argent, et puis ça s'est envolé. Est-ce que, Stéphane, vous pouvez continuer, parce que alors moi je bois vos paroles, hein, si vous pouvez continuer à dérouler le fil, à quel moment l'empire Stefex est né? Parce qu'ensuite, suite au commerce de chevaux, il y a eu les camions, et après il y a eu l'événementiel. Donc est-ce que vous pouvez continuer un peu à dérouler le fil et des étapes de cette marque? Ouais. Donc Stefex a débuté, je crois, en 1987. Je n'avais pas trouvé quel nom, je m'appelais Stéphane, et je m'appelle encore Stéphane. Et puis comme j'exportais beaucoup, j'ai dit, je vais faire tout simple, Stefex, Stéphane Export, c'est idéal. Donc très stupide le nom. Mais bon, ok, ça a quand même réussi à la fin du compte à en faire un branding. C'est pas une si mauvaise chose. Et on ne s'en rend pas compte de tout ça. Hein. Toute cette vie, on ne se rend pas compte. C'est les gens extérieurs qui vous disent, oui, mais enfin, c'est quand même un brand. C'est quelque chose. Et moi, j'arrive pas à m'en rendre compte. Et donc, je me baladais toujours dans les parkings des camions. Et j'étais toujours assez impressionné par ces camions anglais. Parce que l'origine, la carrosserie de camions pour chevaux, c'était l'Angleterre à l'époque. C'était Oakley, Lamborn. Et moi, je voyais ces camions. Je me souviens encore, j'étais dans un parking chez René Van Parsen, le père de Stanley Van Parsen. Et je voyais, ils avaient juste acheté un nouveau Oakley, un nouveau camion. Et puis, j'ai commencé à acheter des châssis de camions. Non, une belle histoire, ça.
premier camion, je dis je vais le construire en Belgique. Je vais chez un constructeur de bétaillères pour vaches. Et je lui dessine un camion. J'adore de dessiner moi-même. Je dessine un camion et je fais mon premier camion. Je me rappelais encore comme si c'était hier. C'est un DAF 1600, bleu avec une ligne blanche dedans. Et vous n'allez jamais croire qui me l'a acheté. C'est incroyable. Yann Tops m'achète mon premier camion. C'est vraiment l'histoire, hein, pour un de ses cavaliers. Et puis, donc, j'avais pris goût. J'avais déjà gagné sur Yann. C'était déjà une bonne chose. Et bon, Yann, à l'époque, c'était le type, on regardait vers le haut, vraiment, encore maintenant, attention, tout le respect, mais c'était le plus fort marchand de chevaux dans ces années-là. Hein. C'était le mec qui avait les meilleurs chevaux, le mec qui osait acheter des chevaux chers, qui faisait du business et tout le bazar. On regardait tous, c'était le rêve. Et puis, donc, moi j'ai commencé à envoyer des camions en Angleterre, des châssis, donc et pour transformer. J'adorais dessiner. Et je veux dire, la première année, j'en ai vendu 5, et puis plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis alors un jour, j'ai rencontré un type en Allemagne qui me disait, moi je fais la copie des AK. Et AK, c'était une grande marque dans les années 2000. C'était M. Gerbach qui faisait ça. Et c'était le type qui avait vraiment le nouveau design de camions. On regardait tous, ce n'était pas les camions anglais, c'était les camions allemands. Très classe, très stylés comme les voitures de course. On est tous impressionnés. Ce type-là vient chez moi et dit, je suis hongrois. Je copie ces camions-là et je fais ça. Et je dis très bien. Je dis, comme acheter un cheval, je dis, j'achète la moitié de ta boîte. J'avais 32 ans. Je dis, j'achète la moitié de ta boîte. Je dis, je mets le capital, je mets les camions. C'est moi qui vends tout, toi, tu dois construire. Et comme ça, on a commencé. Puis j'ai racheté AK après ça. Puis j'ai commencé à racheter tous les autres. J'ai racheté Ketterer et tout. Et puis ça a grandi jusqu'à maintenant. C'est quand même devenu une entreprise où on a entre 700 et 800 employés. Là-bas, dans les pays de l'Est, j'ai racheté pas mal de marques et ça grandit assez. Et puis, alors, on a diversifié notre produit. On est passé du camion de chevaux au motorhome pour la Formule 1 et pour tout ce qui est voiture de course. Maintenant, on a racheté une entreprise récemment qui fait... on fait des semi-remorques pour transporter les voitures de Formule 1. Donc, on continue à grandir ça. On a fait les petites camionnettes de 2 chevaux où on est quand même leader européen. Et on va essayer de faire le même marché aux États-Unis. C'est pas simple parce que tout est une question de mode. Quand j'ai commencé dans les camions de chevaux, sur les parkings en France ou en Belgique ou n'importe où, il y avait 2 beaux camions et 150 camions qui valaient 5 000 €, pas plus cher, dans les gros camions. Et aujourd'hui, quand on va sur un parking des camions, sur 200 camions, il y en a 198 qui valent 250 000 jusqu'à 1 million d'euros. Et il y en a 3 qui sont la pauvre qui valent peut-être moins de 200 000. Donc tout a changé, c'est une question de mode. Et maintenant, cette mode passe vraiment dans la course automobile, qui vont de plus en plus vers le luxe, les motorhomes, parce que tous les gens, les gentlemen drivers et les pilotes et tout, ils disent, quand on a une course, ou à Francorchamps, ou à Le Mans et tout ça, on doit rouler 40 minutes pour trouver un hôtel de 3 étoiles, et même pas de 4 étoiles. Et donc c'est quand même le genre de gens qui ont l'habitude de vivre dans des hôtels de 5 étoiles. Donc, ils veulent un luxe. Et donc, nous, on a pensé à faire un yacht sur roue, comme les beaux bateaux. Et bon, et ça marche maintenant, c'est la mode. Les 50 premiers étaient vendus dans le monde des courses. Et c'est sûr que quand on regarde son voisin qui en a un, on en veut un aussi, on rêve. Et c'est comme ça qu'on commence à faire de plus en plus. Et maintenant, dans les camions ici aussi, bon, c'est lent. Je ne sais pas quand ça va démarrer. Mais ça va démarrer un jour. On en voit déjà. On voit déjà. Ici, si vous vous baladez sur Wellington, il y a que Stefex qui existe. Mais OK, c'est un boulot de 5 ans déjà qu'on a commencé. Ouais. Pour moi, c'est pas assez. Un jour, ça va démarrer. Le gigantisme et le business américain, ça nous fait rêver à tous. Donc, espérons que ça grandisse comme ça. On avait rencontré Ken O'Connor et j'avais eu la possibilité d'aller chez lui et je lui avais dit c'est incroyable, la structure est incroyable. Il m'avait dit en fait j'avais pris un petit carnet quand j'ai voulu dessiner mon entreprise et partout où j'allais je prenais des notes, des choses que je trouvais intéressantes. Quand on va chez vous, à Stefex, aux écuries, c'est le même niveau de détail, c'est la même grandeur, c'est à la fois fonctionnel, à la fois extrêmement bien pensé, bien dessiné. Vous parliez tout à l'heure de marque, la moindre brouette ou poubelle à copeaux a la marque Stefex avec un logo posé dessus. De quoi est-ce que vous vous êtes inspiré quand vous avez
dessiner, imaginer, projeter l'écurie Stefex? Pour ça, vous devez demander aux gens qui sont autour de moi. Je suis une personne infernale. Chaque fois que je me balade dans quelque chose, je vois transformer, changer. J'aurais peut-être été un bon entrepreneur ou un gars qui fasse des buildings ou quelque chose comme ça si j'aurais été noyé là-dedans au début, parce que j'adore faire ça. J'achète une écurie ou je vois dans mon écurie, chez nous les cavaliers deviennent fous parce que j'arrête pas de construire. Et je veux aller en détail, je choisis les briques, je choisis les tuiles. Je suis un peu malade pour ça, un peu autiste. Et donc, j'aime ça. J'aime les belles choses, constamment. Quand on est quelque part, je veux acheter, je veux transformer, comme cette écurie ici. J'ai acheté ça en 48 heures. Et après ça, 3 jours après, je prends des papiers, je dessine. Et je sais dessiner très mal, mais je sais exprimer mon goût. Et donc, j'appelle un architecte ou un bon dessinateur et je dis non, ça. Et puis, je reste 2 heures à côté de lui en prenant 15 coups de fil. Et puis, non, recommencer comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, alors, quand j'ai mon idée, on y va. Et je fais. Et puis, alors, je change encore 10 fois la vie entre-temps. Mais j'adore ça. C'est dans n'importe quoi. Hein, faire un intérieur d'un bateau, faire un intérieur d'un camion, faire une écurie ou n'importe quoi. J'adore ces trucs-là. C'est une passion, c'est un goût. Mais ce que j'ai oublié de vous raconter, comment je suis arrivé marchand de chevaux comme ça. Donc, je vous disais que on regardait tous Yann Tops, mais il y avait un mec qui est encore 100 fois plus fort. Dans le business, comme homme d'affaires, pas rien comme homme de cheval, mais comme homme d'affaires et homme de cheval, c'est Paul Schockemöller. Et moi, ça a toujours été mon idole. Et un jour, on va voir les championnats du monde à Den Haag, en Hollande. On est toute une bande de copains, on monte ensemble au concours. Et puis, on regarde l'épreuve. Et moi, fasciné, ce Paul Schockemöller, il y avait 5 cavaliers au championnat du monde. Et je crois que je devais avoir 25 ans, 26 ans. Et je dis à mes copains, vous savez quoi les gars, un jour, ça moi je vais avoir, ça c'est mon rêve. Je dis moi je veux aussi 5 étoiles, je veux être fort dans le sport. Ils m'ont dit tous on va boire une bière parce que toi tu commences à vraiment marcher à côté de tes pompes. Hein, où tu as fumé la moquette, et tu rêves de nouveau. Je me suis toujours tenu à ça. Et un beau jour, quand j'ai choisi Daniel Deuser, j'ai dit maintenant je vais arriver à mon rêve. Je veux plusieurs cavaliers dans le monde du sport. Ok, il y a plein d'hommes forts dans le sport, mais on a plus. Moi j'ai eu mes années de gloire avec Lorenzo De Luca, avec Daniel Deuser et tout le monde. Et je veux dire, j'y ai rêvé, et c'est ce que j'ai toujours dit à Paul. Je vais toujours expliquer ça parce qu'il me dit toujours tu es fou, toi, tant de cavaliers. Je dis mais tu as fait la même chose il y a 30 ans. Et lui, il est fasciné d'élevage. Et c'est lui qui m'a inspiré à faire ça. Et, point de vue business, c'est pas la meilleure relation. Hein. On se prend plein de soucis. C'est pas pour ça qu'on a plus d'argent. Tant de chevaux qui cassent. Ok, c'était où je voulais arriver. Justement, Stéphane, vous nous parlez de ces cavaliers, de Daniel Deuser, de Lorenzo De Luca. Maintenant, on peut parler de Kendra Claricia, de Petronella Anderson, etc., etc. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez choisi les cavaliers qui sont rentrés dans le team Stefex à l'époque, comme vous les choisissez encore aujourd'hui, j'imagine? Comment les choisir? Bon, j'ai choisi 2 catégories de cavaliers. Donc, quand j'ai choisi Daniel, j'avais perdu une cavalière qui s'appelait Nina Fagerström. Oui. Elle voulait commencer à son compte. C'était Nina Fagerström à l'époque et Pedro Venice. Ils montaient tous les deux pour moi. Ils ont été tous les deux au championnat du monde. C'était à Lexington. On n'était pas terrible là. Et puis il y en a un qui a été de son côté. Et puis Nina a voulu commencer pour elle-même. Et j'ai dit maintenant, c'est maintenant que si je veux me prouver dans le sport, je dois bouger. Donc Daniel, je l'ai choisi parce que c'était un des meilleurs cavaliers au monde. Il ne voulait pas rester à la place où il était. Et j'ai dit, avec lui, je vais arriver au sommet. C'était un risque parce que je n'avais pas encore les vrais bons chevaux de ce niveau-là et tout ça. J'ai pris le risque et ça a bien tourné parce qu'aujourd'hui, Daniel travaille déjà depuis 13 ans pour moi. Les 13 dernières années, donc il est sur le payroll chez nous. Il ne monte que pour moi. Je crois qu'il a fait de bons résultats.
qu'on peut être fier de ce qu'on a arrivé dans les... C'était déjà un très bon cavalier, mais il est quand même resté longtemps numéro 1 mondial, numéro 2, il est resté pendant des années dans le top 10. Ok, maintenant on a un tout petit peu un coup de mou, c'est pas catastrophique, on est dans le top 20, mais ok, on doit se ressaisir. Je l'avais encore au téléphone pendant 1 heure hier, et je dis, bon, mon target, c'est maintenant encore une fois de donner un bon coup de dent pour qu'on fasse une dernière bonne longueur, d'essayer d'être bon. Et puis j'ai pris goût au bon cavalier comme j'ai pris goût au bon chevaux. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie que j'avais un goût dans les chevaux qui a marché. Je ne veux pas avoir une grande gueule, et j'en ai une grande gueule. Mais on a quand même eu beaucoup de cracks dans notre vie. On ne va pas les nommer tous. Et tout ça, on a quand même énormément de tout bons chevaux. Donc, c'est que je suis né avec un tout petit peu la chance d'avoir un bon feeling pour les bons chevaux. Et j'espère que ça continue. Ça peut partir un jour aussi, on ne sait pas. Et dans les cavaliers, je veux dire, j'ai toujours choisi des filles qui étaient commerciales. Et puis, de commerciales, on a essayé d'être dur avec elles et de les rendre compétitifs. Je ne suis pas la personne la plus facile pour qui les gens travaillent. Ils savent tous que j'ai mon caractère et tout. Et je suis assez exigeant. Je suis content quand on gagne, mais quand on ne gagne pas, je ne suis pas content. Et donc, ok, on a poussé fort. On a un système qui a marché. Comme quand j'ai pris Lorenzo Di Luca, il était inconnu au bataillon. Il y a 10 Italiens qui m'avaient téléphoné pour dire que c'était un bon cavalier, qu'il avait du talent. Je dis, un Italien, je veux surtout pas, et du sud de l'Italie, surtout pas. Je dis, j'ai déjà assez travaillé avec eux. Je dis non, 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 non. Et puis on me l'a infligé. Et arrivé un jour avec sa valise chez nous, il travaillait pour un petit marchand de chevaux anglais, Neil Jones, qui était d'ailleurs ici. On l'a pris, on l'a quand même amené un jour numéro 2 mondial. Oui, il a gagné énormément chez nous. J'aime les bons cavaliers parce que c'est sûr que quelqu'un qui a du talent, ok, ça fait avancer les choses. J'aime bien les bons cavaliers, j'aime bien choisir les bons cavaliers. Maintenant, je dois en choisir chez nous. Je vais essayer de bien faire. Ces dernières années, peut-être ces dernières 10 années, cette dernière décennie, il y a eu une évolution assez fulgurante du commerce, mais aussi des sports équestres en général. De plus en plus de structures, de plus en plus de compétitions, de plus en plus de ventes de chevaux. Est-ce que vous pensez que tout ça va encore continuer longtemps ? Quel regard vous avez ? Est-ce que vous trouvez que ça a été extrêmement positif pour les sports équestres ? Est-ce que ça n'a pas aussi, avec l'augmentation des prix des chevaux, empêché certains cavaliers plus petits, issus de familles plus modestes, d'accéder au niveau, comme on pouvait le voir à l'époque de Ludo Filiperts ou d'un Éric Navet, par exemple, qui ont réussi à construire une carrière avec juste les chevaux qu'ils avaient là à disposition. Et comment vous voyez les choses, vous, de ce commerce qui a largement évolué et révolutionné les sports équestres ? Le commerce a largement évolué les 20 dernières années, comme vous dites. Mais maintenant, le tournant du commerce est encore plus fort qu'à l'époque. À l'époque, on était 10 gros marchands en Europe et les gens allaient chez ces grands marchands et restaient là, ils étaient assez fidèles. Maintenant, pour moi, le commerce, avec tout ce qui est médiatisé et tout le bazar, et les réseaux sociaux, tout a changé. Nos clients d'hier sont devenus nos concurrents d'aujourd'hui. Tout le monde fait du commerce de chevaux. Tout le monde a un cheval à vendre. Tout le monde a accès à une plateforme de clients. Tout ce qui est réseaux sociaux a fait un grand changement dans notre manière de travailler et on va devoir s'adapter tous. J'en parlais encore ce matin avec Ludo. Ça a assez fort changé. Tout le monde va partout. Il y a plus de clients qui sont fidélisés, qui venaient toujours chez les mêmes personnes. On a tous eu nos clients qu'on a gardés pendant très longtemps. Maintenant, les 4-5 dernières années, tout a très fort changé. Même les enfants aisés qui montaient hier, à qui on vendait à leurs parents des chevaux, sont devenus des marchands de chevaux. Tout le monde vend des chevaux. Donc, notre commerce a pris une tournure terrible. Je crois qu'il va de moins en moins avoir des grands marchands qui ont un paquet de chevaux comme ça. Il va y avoir beaucoup d'écuries d'entraînement, oui, où les gens vont se fidéliser par leur entraîneur et tout ça. Et le système de marchand de chevaux, je ne suis pas sûr que ça va rester ad vitam aeternam. Mais
dans notre industrie du cheval, ce qu'il y a les dernières années, il y a une augmentation du turnover, du chiffre d'affaires en général dans notre monde, une progression entre 10 et 20% par année de participants au concours, de chevaux, de camions, de tout, ça grimpe. On a eu un coup de récession, un coup de mou, qui a donné un coup de frein avec le Covid, et puis avec la rhinopneumonie des chevaux et tout le bazar. On a tous réagi, regardé par la fenêtre, eu un tout petit peu peur de ce qui se passait. On a raté une saison avec tous nos chevaux, et ils sont tous devenus un peu plus vieux. On a tous fait l'erreur d'avoir attendu trop longtemps, mais ça c'est comme ça. On s'est retrouvés tous un peu avec des chevaux plus vieux. Et puis ça a donné un coup que c'est reparti en 2022, qui a eu beaucoup. Et puis maintenant, on a ressenti en 2023 un tout petit peu de nouveau une récession, où les gens regardent par la fenêtre, c'est autre chose, mais ça continue à grandir. C'est parce que c'est tellement grand que notre évolution par écurie et par chiffre d'affaires d'écurie ne va plus grandir de 20% par année. Mais en général, si on voit le total du chiffre d'affaires du monde du cheval en général, et ça va de la ferrure à la nourriture, au marchand de foin, au marchand de chevaux, au marchand de camions et tout ça, il y a constamment une progression. Je suis sûr que dans tous les pays, il y a de plus en plus de membres dans toutes les fédérations. La seule chose qui régresse, c'est l'élevage, assez fort. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une overcapacité dans l'élevage, avec ce système d'ICSI et tout ça, où on a acheté beaucoup trop sur le marché. Là, je trouve qu'on devrait équilibrer ça. Parce que sinon, on va, comme maintenant on le ressent, les étalonniers souffrent beaucoup plus. Il y a moins de saillies parce qu'il y a quand même beaucoup de chevaux sur le marché. Et donc, ça, on va devoir un tout petit peu réguler pour que ça continue. Mais je crois que le marché du cheval va continuer à grandir. Quand vous voyez ici, vous venez ici, on disait il y a l'impression d'avoir peu de monde, mais c'est énorme ici. Mais pendant ici, il y a encore 3 ou 4 autres concours dans les alentours qui sont occupés. Donc, ça n'arrête pas. Il y a une partie des gens qui sont à Ocala, l'autre partie est à Thermal. Chez nous, en Europe, il y a des tours partout, dans tous les coins. Tous les tours sont assez complets. Donc, notre industrie du cheval continue à grandir très fort. Et les politiques commencent à s'en rendre compte qu'on a quand même une industrie assez grosse et qui est viable pour beaucoup de monde. Et c'est plus le métier d'Oji d'avant et ça devient une industrie assez sérieuse. Et donc, je crois que ça va continuer à grandir, mais d'une autre manière. C'est assez différent. Mais vous m'aviez posé une deuxième question là que je voulais répondre aussi, dans vos 2 questions. Il y avait une question qui touchait à l'accès aux chevaux et à la possibilité aussi de partir de zéro. Et là, on doit être clair avec tout le monde. Et c'est ce que j'ai déjà dit souvent aux politiques et aux interviews chez nous. Je ne suis pas d'accord avec vous, avec ce que beaucoup de gens pensent que c'est un sport d'élitaire. Oui, ici, oui. Mais on est au top. On est déjà dans l'endroit où il y a tous les gens les plus riches au monde. Ici à Wellington, c'est sûr que c'est inaccessible. Mais il y a plein de concours autour d'ici où c'est accessible, où c'est autre chose. Et n'oubliez pas, tous les grands cavaliers, 70% des cavaliers qu'on rencontre tous les jours au concours, ils viennent de gens très raisonnables. Hein. Ils viennent de familles normales. Je pense à quelques clients que vous connaissez. Je vais parler de gens en Belgique. Ouais. Jérôme Géry, son beau-père, il est professeur d'équitation dans une école d'équitation à Namur. Sa maman avait un métier normal. Il s'est fait quand même comme un des meilleurs cavaliers au monde. Peter de Vos, il vendait des pommes. Ok, tout a grandi. Maintenant, ils ont une grande industrie. Mais ils ont commencé au bas de l'échelle aussi. Grégory Watley, qui est un des meilleurs cavaliers au monde. Son papa était marchand de chevaux. Il a monté sur des chevaux à 2-3 000 euros quand il a commencé à monter à cheval. Tout le monde s'est fait. Niels Brunzil, son papa avait un manège, il était marchand de chevaux. Je me souviens encore, ils achetaient des bons chevaux, mais ils donnaient de l'argent. Non. Donc tout le monde est parti au début. Et tout le monde s'est arrivé dans notre métier. C'est un des plus beaux métiers au monde, je crois. Parce qu'on s'y plaît. C'est sûr qu'on a des hauts et des bas comme dans tous les métiers. Mais on fait ce qu'on aime. On est dans la nature, on est avec des animaux. Et on gagne tous notre vie. C'est sûr que ce n'est pas le métier. Il y a personne dans notre métier qui est mort riche. Mais on a été tous heureux. On a tous bien gagné notre vie et on s'est tous battus. On
On a tous eu des hauts, des bas, des bonnes années, des mauvaises années. C'est comme ça, c'est dans tous les métiers. Mais on fait le plus beau métier du monde. On fait tous les jours notre hobby et on gagne notre vie avec ça. Et je crois, au plus bas de l'échelle, tout le monde sait démarrer. Il y a des concours chez vous en France, chez nous en Belgique, où on paye l'inscription 10, 15, 20 euros. Et on fait aussi de la compétition. On essaye aussi de battre notre voisin. C'est ouvert à tout le monde. Et puis le jour où on tombe sur un meilleur cheval et qu'on monte bien un cheval, on grimpe les échelons. Donc moi, je crois que ça reste... Chez nous, on a des concours qui s'appellent LRV. On appelait ça à l'époque les concours de fermiers. C'est pas ça, c'est les concours d'éleveurs. Il n'y a même pas... On paye une carte de membre et il n'y a même pas de prix d'inscription. Tous les week-ends, il y a plus de 1000 chevaux au concours. Ils attachent tous leurs chevaux à une corde ou au camion encore comme avant. Et ils s'y plaisent, ils boivent des verres toute la journée, ils montent en concours, ils font du dressage, l'obstacle et tout. Et c'est le sport le plus démocratique. Tout le monde sait se permettre, ils ont tous au bout de leur jardin un cheval. Et s'ils ont un coup de bol, qu'ils élèvent un bon cheval ou qu'ils construisent un bon cheval, tout le monde sait y arriver. C'est sûr, si on regarde le haut segment, si vous voulez faire de la Formule 1, où il faut être talentueux comme Verstappen, où il faut être né riche. Mais un gars comme Verstappen, il a commencé au bas de l'échelle, il y est arrivé aussi, il est le meilleur. Il s'est battu pour avoir les moyens, mais il n'avait pas les moyens quand il a commencé. Donc je crois que c'est comme dans tous les sports. Donc moi je crois que ça reste un sport démocratique. Les gens qui disent c'est trop cher, ok, restez au niveau où vous êtes alors. Au niveau où vous pouvez vous le permettre, comme ça il n'y a pas de frustration. Vous ferez le même sport avec des chouettes chevaux. Mais c'est sûr, un chouette hobby coûte un peu, mais ça peut être raisonnable. Je suis sûr que vous avez plein de concours en France où c'est raisonnable. Justement, Stéphane, en parlant des concours, j'aimerais quand même qu'on aborde cette dernière activité par laquelle vous avez aussi participé. J'espère que ce n'est pas la dernière. Non, bien ça, je suis presque sûre que ce n'est pas la dernière activité que vous allez développer. Mais en tout cas, c'est le troisième pilier en fait, de ce qui constitue Stefex, qui est donc les concours et l'événementiel. Moi, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de venir sur un Stefex Master. C'est une erreur. Ouais, vraiment, je pense que vous avez raison. Mais en tout cas, tout le monde dit que c'est pas un événement, mais que c'est vraiment une expérience. Encore une fois, comment est-ce que vous avez pensé ça? Et puis pourquoi est-ce que vous avez aussi eu envie de créer votre propre circuit, entre guillemets, vos propres événements? Les choses viennent comme ça dans la vie. C'est une succession d'événements et d'émotions qui se passent dans une vie, et puis on part dans quelque chose et on y croit, et puis quand on est dedicated et qu'on a vraiment envie de réussir et qu'on se bat pour, je crois qu'on arrive toujours à quelque chose. C'est sûr qu'il faut être persévérant dans la vie, continuer à croire en ça et foncer. Donc qu'est-ce qui s'est passé là un jour? Je rachète la moitié d'un concours dans une région chez nous, parce qu'on était sponsor là, et puis il manquait un investisseur. Et puis je dis, pourquoi pas, je dois refaire quelque chose pour le sport, parce que grâce à notre sport, je suis arrivé où je suis, et j'ai jamais rien rendu. Et ça me posait un problème quelque part, de toujours avoir pris à ce sport, et jamais rien rendu. Je suis marchand de chevaux, s'il n'y avait pas tout sport et tous ces gens qui organisent des concours, même comme Yann, on ne serait pas là. Et donc, j'ai dit OK. Et puis, le jour où j'ai dit OK, on n'a plus reçu le permis pour organiser le concours là. Donc, ils sont tous venus me trouver et disent, voilà, on a repris le concours, il faut l'organiser quelque part. Ils disent, on va l'organiser chez Stefex. Je dis, non, dans mon jardin, pas des papiers, des mégots de cigarettes et de tout. Je dis, moi, je veux rien voir les crottins de chevaux partout. Je dis, non. Je dis, moi, je garde mon écurie belle. Je dis, je veux pas ça. Et puis, il n'y avait pas le choix. Tout le monde m'a forcé, toute mon équipe chez moi, et on doit faire ça. Je dis, si on rate et si on est mauvais, qu'est-ce que les gens vont dire et tout. Et puis, on s'est tous serré les coudes. J'ai appelé tous les directeurs de chez Stefex, tous les gens importants dans le groupe Stefex. J'ai dit, voilà, on va faire quelque chose qui va être assez public et tout le bazar. J'ai dit, on doit réussir, les gars, on doit vraiment se battre et on doit faire quelque chose d'exceptionnel. On s'est battu, on a pris goût à ça, quelque chose d'incroyable. Vraiment, on s'est amusé à ça. Et puis, grandit ces concours, ce tour. Et puis, à un moment, j'ai rêvé faire comme Yann. J'ai dit, je vais faire mon tour et tout le bazar. Puis, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose où on gagne beaucoup d'argent. Là-dedans, on travaille beaucoup et il n'y a pas énormément à gagner. Donc, je supporte très fort tous les gens qui organisent des concours parce que c'est très dur. Et je suis très reconnaissant d'un type
comme Yann Tops qui a inventé et qui a créé ce Global Tour, où on a eu tous beaucoup de critiques à certains moments et tout le bazar, mais à la fin du compte, ce qu'on a peut-être tous un tout petit peu oublié, grâce à lui, il a remonté le niveau en Europe, et c'est grâce à lui qu'on a tous grandi comme marchands de chevaux, comme marchands de grains, comme marchand de camions et tout le bazar. Grâce à ça, il a vraiment remonté le niveau. Il a mis une vitesse en plus à cette histoire-là qui nous a tous fait envieux. Et puis, on a tous voulu construire des concours comme lui. Et bon, il y a pas mal de très beaux concours dans le monde entier. Et grâce à ça, tout le monde a un peu envie de faire. C'est sûr que c'est un métier assez difficile où il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, mais il y a à gagner beaucoup de respect des gens. Et de faire quelque chose de chouette, c'est de donner un retour au concours et de faire quelque chose comme ça. On se rapproche de la fin de cet échange. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie? Est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé là où vous vouliez? Arriver, des gens comme moi, arriver où on veut, jamais. Parce qu'on croit toujours qu'on a loupé plein de choses. Et je le dis toujours à mes copains, moi je crois que je suis un peu tardif, je suis 10 ans en arrière. J'aurais dû réagir comme je réagis tous les jours, 10 ans par avant. Et j'en fais pas une frustration, mais c'est sûr que j'aurais aimé être plus fort, plus grand et avoir fait beaucoup plus de choses. Ouais. Et donc, réussir, on a réussi quand on se sent heureux dans la vie. Et d'être heureux, c'est déjà une grande réussite. Et je crois qu'on doit tous se sentir bien avec ce qu'on fait. Et quand on se sent bien à la position où on a et ce qu'on fait, je crois qu'on a réussi pour soi-même et on est content. Il y a toujours des gens plus grands que soi et plus forts que soi qui font mieux. Si on est envieux de ça, on court frustré. Donc je crois qu'on doit être content avec ce qu'on fait dans la vie. J'avoue que j'ai encore quelques questions, surtout qu'on a l'air d'avoir un peu plus de temps que prévu. Vous nous avez dit que vous aviez quand même commencé de rien en vendant des chevaux sur un marché belge. Là, aujourd'hui, on est à Wellington, dans cette écurie que vous avez fait construire. On est dans un des plus bels endroits du monde, de manière générale, pour faire du sport. Est-ce que vous arrivez quand même à vous rappeler d'où vous venez? Est-ce qu'on arrive à sortir de cette bulle dorée et arriver quand même à avoir un regard sur le reste du monde finalement et de ne pas toujours se complaire dans ce luxe dans lequel on évolue clairement quand on fait des sports équestres à ce niveau-là? Je crois qu'il faut rester très simple dans la vie. Et les choses les plus simples et d'être humble, c'est une des choses les plus importantes pour se sentir à l'aise. Et c'est notre métier. On doit être capable de se sentir à l'aise avec tout le monde. Et avec les plus importants et les plus riches au monde, et aussi les plus humbles. Même moi, quand je suis en concours, la moitié de mes concours, je fais dans la semaine, ou de temps en temps le dimanche, quand je ne vais pas suivre mes cavaliers, je vais à des concours, comme on dit, nationaux, régionaux, pour voir les chevaux. Et je veux dire, d'être simple au bar, et de boire un verre de bière avec un éleveur, et de voir d'où on vient, se répéter d'où on vient, et à l'époque on faisait ci, on faisait ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je vais dire dans tout, je fais ça, et c'est ce qui me rend heureux. Par exemple, si vous me suivez, il y a des journalistes qui m'ont suivi l'autre jour, qui ont été avec moi dans les usines, et ce que je fais tous les jours, d'abord aux écuries, et puis je passe dans les couloirs, je veux voir des chevaux sauter, j'aime d'acheter moi-même, j'aime de faire les choses simples, de mettre un cheval sur la volte, de faire une flexing. Toutes ces choses, j'adore de faire moi-même. Quand on est à l'usine, je vais avec le plus petit ouvrier qui a derrière le coin, un des 1000 ouvriers qu'il y a dans l'usine, et je dis, je trouve que ça, il faut faire comme ça, essaye une fois de faire ça, je reviens dans 2 heures, et je regarde une pièce de métal que je dis, je trouve qu'on doit le faire comme ça. Je rentre dans un camion, je dis, donnez-moi une planche sur roue que je vais me glisser en dessous du camion, et je me glisse avec mes ouvriers en dessous du camion, et je dis, moi je passerai ce tube par là, et je ferai une porte par là, et des trucs comme ça. J'adore ça. Et je veux dire, de rester dans une cage dorée, vous n'êtes pas heureux, hein. C'est pas le truc. Hein. Il faut rester ses 2 pieds sur terre, avoir beaucoup de copains, et
et essayer d'être accessible à tout le monde. C'est pas ce qu'il y a toujours dans notre métier, mais je crois que c'est là est la base. Hein. C'est où on se sent heureux, c'est une question d'éducation aussi. Moi, je me sens heureux à ça. Pour moi, mes copains ne doivent pas être milliardaires. Hein. L'année dernière, quand j'étais là, j'ai interviewé vos 2 filles ensemble, Zoé et Émilie, qui m'ont parlé de l'entreprise, de leur rôle qu'elles commençaient à prendre. Est-ce que pour vous, c'était important de projeter une transmission, de créer un héritage Stefex, et puis de travailler en famille et de les inclure dans votre projet? C'est pour l'instant ce qui est le plus important pour moi. C'est très important. Elles prennent un âge où elles ont de la maturité et elles ont dû faire un choix. Je leur ai dit, écoutez, on vit dans un milieu de riches. On est des faux riches. Et elles me disent, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je dis, c'est très simple. Des gens comme nous, pour vivre dans ce milieu-ci, comme on vit dans un monde de rêve, et ce qu'on fait, c'est rêver, on doit continuer à travailler tous les jours. Être créatif et de gagner notre vie tous les jours. On n'est pas nés riches, donc on doit continuer à travailler pour vivre cette vie-là et de pouvoir monter des chevaux dans ce niveau-là, parce que c'est, tous les jours, c'est pas simple. Et donc, on doit rester bien les pieds sur terre. Je dis, si vous voulez faire ce métier-là, métier de marchand de chevaux, c'est pas la chose que je conseille. Ça, c'est la première chose. Je leur ai demandé un jour, on avait pas mal de gens dans les années 2021-2022, c'était les années où les entreprises, non, même un peu avant, je dois dire, étaient vite rachetées. Oui, des fonds qui achetaient les entreprises. Nous, on a été, comme on avait une grosse croissance et beaucoup de produits, on a été contactés par pas mal de fonds de placement et tout ça. Et j'étais toujours intéressé d'écouter comment ils négociaient une reprise d'entreprise. Comme ça, moi, je savais apprendre pour reprendre les autres. Et donc, un beau jour, il y a une bonne offre qui est tombée. Et donc, j'ai appelé mes 2 filles. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de travailler, on passe à la caisse et on regarde par la fenêtre. Mais le seul truc qu'il faut bien savoir, les enfants, c'est que le petit tas doré, il descend tous les jours. Alors, et on peut aller en dépression de ça. Moi, c'est pas mon truc. J'ai toujours rêvé à l'augmenter et pas à descendre. Et donc, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Vous avez un point. Tous les 2, ils ont répondu en 30 secondes. On veut continuer Stefex. J'étais tout saisi, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, tu dois nous conseiller. Je dis non, vous devez vous balader dans Stefex et dire qu'est-ce que vous avez fait. Zoé, elle est plus, comment on l'a dit, plus réservée, un peu plus shy. Elle est comme ça, maman. Elle est un tout petit peu timide, ça va de mieux en mieux. Et je me disais, ça va être la plus difficile dans l'histoire à trouver le bon boulot et femme d'affaires. Je lui ai donné 2 segments chez nous dans l'entreprise. On a une boîte, une petite banque de leasing. On fait tous les leasing automotifs, immobiliers. Donc, et cette boîte a grandi petit je crois, il y a 10 ans. Et puis je lui ai dit, c'est pas quelque chose pour toi. Elle dit, comme mon futur compagnon et mari est dans le secteur des banques, c'est peut-être quelque chose qui va me plaire. Elle s'est mis 2 mois dedans. Elle a dit, ça me plaît tout à fait. Et je dois dire, je l'ai lâchée déjà depuis 2 ans là-dedans. Et je suis un tout petit peu saisi que c'est une vraie femme d'affaires. Elle est dure, elle est correcte, elle fonce, elle n'est pas timide dans les transactions. Quand elle est dans des board meetings, elle est discrète, mais elle prend la parole et elle est bien au courant de tout. Elle a un avantage sur moi et Émilie, c'est qu'elle sait se concentrer et écouter. Nous, on ne sait pas, on est vraiment tordus pour ça, on n'arrive pas à se concentrer. Et je vais dire, on est très contents. Et moi, je suis très content, et je crois Émilie aussi, qu'elle prend ce segment-là. Parce que pour gérer une petite banque, il faut être quand même assez sérieux et très organisé, ce que nous, on n'a pas toujours. Et en plus, on a un portefeuille d'assurance au Luxembourg, et elle gère ça aussi pour la famille. Heureusement, parce que nous, on n'est pas calés là-dedans. Ni Émilie, ni moi. Moi, j'y allais très peu. Je devais y aller dans les boards. Je trouvais ça barbant, je n'osais pas leur dire. Elle trouve ça aussi barbant, mais c'est vraiment une bonne boîte à nous qui tourne très bien. Et donc, elle est très créative. Elle vient d'engager un bras droit, donc un directeur qui avait commencé ça chez nous et puis qui est parti aller voir ailleurs, qu'elle a repris. Et elle veut, son intention, dans les 5 prochaines années, de quadrupler le chiffre d'affaires. Donc, elle est très ambitieuse. L'autre jour, je suis parti à Istanbul pour reprendre une usine aussi dans l'automotive. Et puis, je me suis fait engueuler au retour parce qu'elle me dit « Pourquoi tu ne m'as pas pris avec ?» Et je dis « Tu veux faire ça aussi ?» Elle dit « Papa, j'aime ça,
toute façon, ça va. Mes boîtes vont être liées à ça et puis je vais être au courant. Elle dit, c'est quand même une boîte de famille, on est à 3, donc Zoé, Émilie et moi, dedans. Elle dit, je trouve qu'on doit être au courant et on doit te suivre là-dedans. Donc, c'est sûr, un papa, il est le plus heureux du monde quand il entend ça. Émilie, elle est tardive comme moi, mais je lui ai quand même donné un deadline. Elle va avoir 25 ans au mois d'avril. J'ai dit, le 1er mai, on commence dans la vie. 50% ton sport, 50% le professionnel. Donc, elle doit venir me trouver maintenant et elle va dire sa direction. De dire, je fais marchand de chevaux comme ça, pour dire, je fais quelque chose, ça ne va pas aller. Elle peut faire marchand de chevaux. Ce n'est pas ce que je conseille le plus, mais elle peut gérer ça. Elle doit voir ce qu'elle va faire, où elle va se sentir heureuse. Donc, j'oblige rien. Ils doivent se sentir heureux, elles décident. Mais elles ont bien l'intention de reprendre la boîte, en tout cas. Et elles sont plus malignes que moi. Certainement, Zoé et Émilie va être forte aussi, mais comme je répète encore une fois, elle est tardive comme moi là-dedans. Ils délèguent bien. Ils délèguent, ils sont stratégiques, ils engagent. Et je crois qu'ils vont grandir plus vite que moi. J'espère en tout cas, je serais très fier en tout cas. Ils ont maintenant un petit trampoline, donc c'est maintenant qu'il faut l'employer. Hein. Stéphane, est-ce que vous avez encore des rêves? Tous les jours. C'est une catastrophe pour les gens autour de moi. J'engageais ce matin un general manager pour une usine. Et la première chose qu'il me dit, donc je l'avais engagé, et il me dit aujourd'hui, on m'a dit que vous êtes assez compliqué, que vous venez tous les jours avec des nouvelles idées. C'est vrai? Je dis oui, c'est un problème, il faut gérer ça. Donc on va suivre de très près l'évolution de StephX et ce que vous nous réservez, puisque j'imagine que vous allez vous aussi être très créatif et inventer plein de choses. Merci mille fois pour le temps que vous nous avez accordé au milieu de l'écurie ici à Wellington. Merci pour votre sincérité aussi, votre authenticité, et puis on espère que ça plaira à nos auditeurs, mais j'en suis sûre. J'espère que je ne décevrai pas vos auditeurs. Merci beaucoup à vous. Merci Stéphane. Merci.